Voilà, cette musique, je l'avais composée sur le début du film. J'avais beaucoup travaillé sur cette boucle électro-symphonique en mélangeant, comme enfin, en amont c'était des sons synthétiques, mais en me disant j'aimerais bien mélanger des cordes d'un orchestre symphonique avec des boucles d'électronique, d'électroacoustique, parce que j'avais trouvé cette sinusoïde qui faisait do 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 do. Et je trouvais ça très intéressant parce que c'était froid et en même temps c'était actuel. C'était un son d'aujourd'hui. Et je me disais, bon, ça serait bien de rentrer dans le film avec ça. Et cette musique, finalement, relie les deux personnages et aussi la tour du Hilton. On voit dans l'extrait du film une tour Hilton, et c'est là où va se dérouler toute l'histoire. Donc en fait, elle a utilisé, et puis aussi cette musique, c'est un battement, hein, assez impitoyable, comme les aiguilles d'une montre, comme le temps qui passe, qui est impitoyable, c'est comme ça, et qui nous dit qu'il faut se dépêcher, qu'il faut aller travailler, qu'on va mourir aussi, voilà, c'est comme ça. Donc il y avait cet aspect-là, qu'on va mourir, et puis qu'on va vivre aussi, bien sûr. Alors là aussi, Gary a eu le droit à quelques pages de piano un peu développées, parce qu'au départ, il y avait l'idée comme ça d'une carte. Quand on est arrivé à injecter la musique de ce piano dit Gary, c'est devenu comme les accords d'un récitatif d'opéra. Parce que Gary, juste, il a une insomnie, il se réveille et après, il décide de quitter son boulot, sa femme, son pays, de prendre un billet pour nulle part. Et puis, comme il ne sait pas encore très bien ce qu'il va faire, il erre une journée et demie dans l'aéroport de Roissy. Et une fois germé, s'était imposé à lui avec la force de l'évidence. Et du coup, ce piano, il est devenu encore plus rare. On aurait pu laisser plein de notes sur la voix de Mathieu Amalric, etc. Mais vraiment, l'idée, c'est comme dans l'opéra, voilà. Et Gary prend sa décision, et il va quitter sa femme, et il dira à ses enfants plus tard, j'ai bien fait. Voilà. Moi, vous savez, je l'entends comme ça. Je lui ai dit, mais c'est possible, parce que si je fais un récitativo, je ne mettrai pas des notes partout. Donc, on va faire pareil, en fait. Et ça a très bien marché. Alors, Béatrice, comment vas-tu? Très bien. Que fais-tu en cette période de déconfinement? Alors, en cette période de déconfinement, je suis en train de préparer la création de ma prochaine pièce, en fait, qui est un quatuor de flûte, qui est une commande de l'Orchestre français de flûte, qui était programmée en mai, donc on n'a pas pu jouer. Donc, en fait, j'ai décidé de faire un acte un petit peu militant, en fait, de la jouer le 9 juillet, salle Cortot. Donc, dans les conditions qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Peut-être que le 9 juillet, les salles seront ouvertes, j'en sais rien. Mais en tout cas, la salle Cortot est à ma disposition. En plus, les flûtes, ça tombe pas mal parce que ça fait partie des instruments dont on dit qu'ils projettent beaucoup. Il y a même eu des trucs totalement hilarants qui ont été postés, que dans les orchestres, on allait retirer certains. Il fallait presque trouver, comme créer des versions hein, sans flûte, sans hautbois, sans trompette. Enfin, on a lu des trucs, mais tellement hallucinants. Donc, le fait que voilà, ça va être créé le 9 juillet. L'idée, évidemment, c'est de le filmer et de le diffuser probablement à France Musique et puis sur les réseaux sociaux de l'Orchestre français de flûte et puis les miens et puis la web télé de Karine Saporta, par exemple. Par exemple. Et dis-moi, c'est une pièce qui va durer combien de temps? Alors, c'est une pièce qui dure 12 minutes. Et voilà, c'était une commande. Donc, qui dit commande, en fait, pour la compositrice de musique de film, beaucoup que je suis, c'est la commande, c'est la grande page blanche. C'est-à-dire que on m'a dit, l'orchestre de flûte m'a dit, tu écris ce que tu veux, la longueur que tu veux, tu disposes de tout l'orchestre. Tu peux écrire pour 40 flûtes, pour 3 flûtes, pour 2 flûtes, pour une flûte. Tu fais pour 50. De toute façon, nous, on est là. C'est la mission de cet orchestre. C'est en fait d'élargir le répertoire pour la flûte. Hein. Donc, d'inviter des compositeurs d'aujourd'hui à écrire pour cet instrument.
Moi, ça me plaît parce qu'en plus, la flûte, on peut imaginer que c'est un des premiers instruments, hein. C'est la flûte, c'est on creuse dans un os et on souffle dedans. C'est ça, la flûte. Comment est-ce que tu composes? Tu écris à la main, tu écris sur ordinateur, tu travailles avec des machines avant de passer aux instruments. Comment ça se passe le démarrage? Ah bah maintenant, j'écris sur mon ordinateur avec des logiciels, donc Final ou Sibelius. Moi, je suis beaucoup Final. C'est un logiciel qui, à la base, a été beaucoup utilisé par les copistes. Du coup, on a beaucoup de signes qui permettent d'écrire tout de suite tout ce qu'on veut. Donc, moi, maintenant, je l'utilise beaucoup. Est-ce que ça conditionne l'écriture? Est-ce qu'il y a comme des schémas préétablis qui te guident dans une direction? Oui, je crois que ça influe. On ne peut pas dire que ça serait dingue de dire que l'outil influence pas, et même c'est générateur de nouvelles possibilités. Oui. Ça m'intéresse beaucoup. Quelles nouvelles possibilités sortent de ces technologies ou de ces facilitateurs? Sur la construction, ça me paraît évident. Mais est-ce que Sur, ça ouais. cadre et ça... Non, tu me dis que ça ouvrirait plutôt l'imaginaire. Moi, oui. Pour moi, oui. Oui. Tu peux nous faire donner à voir un petit peu comment se présente un logiciel? Est-ce que donc tu as des portées, j'imagine? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu? Tu te mets derrière ton ordinateur, qu'est-ce que tu vois à l'écran? Comment ça marche? Comment marche? Je rentre dans mon logiciel et puis il me demande déjà pour combien d'instruments. Alors, c'est vachement drôle parce qu'il demande pour combien d'instruments je veux écrire. Donc, ça, je lui dis. Ensuite, il me demande à quelle mesure, quoi. Si je veux écrire du 3/4, du 4/4, du 5/4. Et attention, à quel tempo. D'accord? Donc, ça veut dire que quelque part, il faut entendre à l'avance. Mais ça, c'est la même chose avec un crayon, hein. Donc ça ne bouge pas. Voilà. Si avant, je m'asseyais devant mon crayon, je me disais, bon, alors c'est quoi ça? J'écoute mon truc, alors c'est quoi? C'est du 4/4, oui, nanan, c'est 80, nanan. Bon, peut-être moins sur le tempo, mais c'est... Voilà, et puis je m'installe, et puis je commence à écrire, et puis après, le travail est le même. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que sur ma portée, sur mon blog, au niveau des répétitions, des constructions, ça va beaucoup plus vite. Si j'ai envie de déplacer des blocs, si j'ai envie de voir à quoi ça ressemble en général, pour moi, ça va beaucoup plus vite. Maintenant, ça peut m'arriver de retourner au papier pour quelques mesures, mais je trouve que c'est tellement génial, hein, c'est tellement génial. Voilà, j'ai reçu l'appel de Costa Gavras et de Frédéric Bonneau. C'est dingue.
Ils ont envoyé à tous les membres de la Cinémathèque l'appel aux cinéastes. Ils ont peut-être eu tort parce que moi je ne suis pas cinéaste, je suis compositrice, mais j'ai décidé de faire un film quand même. Un film de compositrice, ça passe forcément par les oreilles. Alors moi, je voudrais savoir ce que j'ai enregistré depuis le début et comment faire pour me voir. Mais là, j'ai pas de système de son. Oui. Ok. Moi, quand ça va pas, je pense à Mozart. Parce que Mozart, il n'avait jamais peur de rien. Mozart, c'est un type résistant, incroyablement gai, qui avait sûrement pas conscience du fait qu'il allait mourir si jeune. Alors le Requiem de Mozart, qu'il n'a même pas eu le temps de terminer, c'est une espèce d'ode à la vie en fait. C'est le testament de quelqu'un qui ne sait pas qu'il va mourir. Corona est née en Autriche, il y a très longtemps. C'était une petite fille sage. Elle jouait avec son voisin qu'elle aimait bien. Vers 14 ans, ils se sont mariés. On se mariait très tôt au temps des Romains. Vers 16 ans, elle est devenue chrétienne. Elle a été arrêtée par des soldats romains. Avec elle, il y avait Victor, un garçon très beau, un ami de son mari. Pendant que les Romains torturaient Victor, Corona a essayé de lui remonter le moral. Furieux, les soldats ont attaché Corona entre deux palmiers et hop! Ils ont coupé les liens et Corona a été écartelée. Elle est devenue Sainte Corona et Victor, Saint Victor de Damas. Le mari de Corona, je ne sais pas très bien ce qu'il est devenu. Corona, c'est la patronne des bouchers et des chasseurs de trésors. Voilà, c'est l'histoire de Sainte Corona.
La toile, c'est devenu ce lien qui nous lie. On s'appelle, on s'organise, on fait des réunions, des apéros Zoom, des cours de danse. Moi, j'ai décidé de faire des caramels pour les offrir à tout le monde. Voilà, donner à manger aux autres, c'est un geste maternel. Le nombre d'écrits, de mots, je crois que c'est ça qui m'a sauté au visage. C'est une espèce de coronavirus mania. C'est pas drôle de voir ça comme ça parce que c'est dramatique. Je fais pas d'humour, mais c'est vraiment ça qui se passe. Quand ça va pas, je me mets dans Mozart. Parce que Mozart, quand ça va, il n'avait jamais peur de rien. Mozart, c'est un type résistant, incroyablement gai. Moi, quand ça va pas, j'ai ce lien qui est absolument résistant. Quand on s'organise, on fait des réunions, des apéros gays, qui avait souvent pas de mots. Je crois que c'est ça. Maternelle. Quand j'étais petite, dans mon maternelle.
Est-ce que tu peux parler un tout petit peu de ton parcours depuis ta formation jusqu'à aujourd'hui? Tu as commencé à nous dire que ce que nous savons déjà, que tu étais compositrice de musique de film, mais je veux bien entendre un petit peu la façon dont, depuis ta formation, les voies se sont ouvertes, Mm. diversifiées. En fait, moi, j'ai commencé la musique toute petite et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu une professeure qui était une élève en même temps de Cortot et en même temps de Maurice Marteneau, qui était l'inventeur de la méthode Marteneau, une dame qui s'appelait Madame Déhan, Françoise Déhan, et que cette dame a vu tout de suite que j'étais hyper douée. Donc ça, c'est très important. Et elle m'a formée avec cette fameuse méthode Marteneau, qui était une méthode ludopédagogique, c'est-à-dire avec laquelle on jouait à apprendre la musique. Et quand on fait jouer les enfants, ils peuvent jouer beaucoup plus facilement à des jeux beaucoup plus difficiles. Donc, à 6-7 ans, elle a commencé à me faire lire, et avec les copains et les copines, des partitions d'orchestre simplifiées, des choses, si vous voulez, que bon, normalement, les compositeurs ont accès à ça vers 15-16 ans. Nous, à 6-7 ans, on lisait des partitions d'orchestre simplifiées. Donc, la première musique que j'ai lue, c'était L'enfant et les sortilèges, et dans les steppes de l'Asie centrale. Donc deux œuvres, une très, vraiment un poème symphonique, l'autre un opéra pour enfants, en fait, hein, L'enfant et les sortilèges de Ravel, avec le texte de Colette, c'est exactement ça. Et donc, bon, et puis on faisait des jeux de cartes où on nous faisait écouter une symphonie, et quand on entendait un solo de hautbois, il fallait que ça soit le premier qui mettait sa carte avec le hautbois. Après, on faisait des jeux sur l'oreille. Après, au lieu d'apprendre tout de suite les mélodies, on a travaillé sur les neumes grecs. Donc, on travaillait on inventait des phrases musicales qu'on dessinait avec les bras. Donc, je monte et ma voix monte et je descends. Et tout ça était très, très rigolo, très ludique et très créatif. Donc, il se trouve que du coup, vers 7 ans, j'ai écrit ma première musique, en fait. Et donc, j'avais des veilleuses. Il y avait ma mère et Madame Déhan qui surveillaient beaucoup, beaucoup mes progrès. Et voilà, et très vite, elle a dit à mes parents, bah, écoutez, Béatrice, déjà en piano, tout ça, à son âge, elle a un niveau et puis une intelligence, une vivacité exceptionnelle. Donc, dites-vous que votre fille peut faire une carrière. Et c'était dingue de dire ça à mes parents, parce que mon père était ingénieur, par exemple. Donc, c'était des gens, le mot carrière, ça voulait dire quelque chose. Et du coup, moi, j'ai entendu ça, il y a ça, donc ça m'a vraiment vachement plu. Et puis en même temps, elle a tout de suite dit que faire une carrière, c'était très difficile, qu'il fallait même s'en méfier. Enfin bon, on va dire, le discours de beaucoup de gens qui disent, bon, d'accord, votre fille est super douée, mais attention parce que c'est un métier très, très difficile, etc., etc. Et puis, je n'ai pas lâché, et elle n'a pas lâché non plus. Donc, j'ai travaillé. Puis, vers 13-14 ans, je suis rentrée au Conservatoire de Versailles pour être la première génération des horaires aménagés. Donc, c'était un bac musique-études qui avait été inventé par Marcel Landowski, qui est le directeur de mon conservatoire. Et c'était éviter que les enfants surdoués ne fassent pas d'études, ne passent pas le bac, hein, et soient trop spécialisés. Parce qu'ils s'étaient rendus compte que dans la musique classique, il y a beaucoup de déchets de carrière, oui. Donc on revient toujours à la même proposition. Même si on est très doué dans ce métier-là, il faut faire encore autre chose pour arriver à mener sa carrière. Donc l'idée, c'était de pouvoir faire que des jeunes artistes interprètes aient aussi le bac pour éventuellement aller à la fac, faire musicologie, s'échapper au cas où ça ne marche pas si vite que ça. Il ne faut pas oublier que les musiciens, comme les danseurs, commencent leur vie très très tôt et travaillent beaucoup. Donc, sont un petit peu séparés des autres enfants, des autres adolescents pour répondre à cette rigueur d'exercice. Voilà, puis quand je suis rentrée au conservatoire, j'étais émerveillée parce qu'il y avait tout ce que je voulais. Et il se trouve qu'il y a ce directeur génial, Jean Aubin, qui était prix de Rome et prix de Villa Médicis, qui avait remarqué que j'avais une grande timidité. C'est vrai, en plus, à ce moment-là.
Et il s'est rapproché de moi, il m'a donné il faisait un cours d'analyse musicale, donc on était quelques-uns, et puis aussi du déchiffrage. Et un jour, il m'a dit, mais de toute façon, vous Thierry, vous êtes compositrice, c'est évident. Et il a commencé à nous prendre, parce qu'on était deux comme ça, deux espèces d'oiseaux rares dans la classe, à nous donner des cours particuliers d'harmonie. C'était un garçon. Et puis avec l'analyse musicale, on est allé très vite. Et voilà. Et moi, j'avoue qu'à cet âge-là, parce que adolescence, on est un petit peu renfermé, puis on est un peu craintif. Je me disais, ce type est dingue. Alors qu'avant, je m'étais dit vraiment, je veux être compositrice, chef d'orchestre, tout ça. Et là, je me suis dit, mais il est fou, quoi. Il me dit, vous êtes compositrice, mais bon, beaucoup trop dur. En plus, il n'y a pas de femme compositrice, il n'y a personne. Donc, à part Germaine Taillefer, tout ça, il y avait très, très peu de gens. Donc, je me dis, bon, bah, de toute façon, là... mais en fait, j'écrivais en secret. Ce copain-là, d'ailleurs, qui lui n'est pas devenu compositeur, on écrivait des symphonies et des quatuors en cours de maths sous la table quand même. Donc, on l'était vraiment. On lui montrait nos travaux et on avançait. Et puis après, en fait, assez bizarrement, alors que tout me destinait à aller direct au Conservatoire de Paris en classe de composition, de piano, puisque Yvonne Loriot voulait que je rentre dans sa classe, etc. J'avais 18 ans. J'ai tout arrêté parce que le classique, le monde du classique me faisait peur. Donc, j'ai fait du rock, j'ai fait du jazz, j'ai fait des tas d'autres musiques. J'ai retrouvé il n'y a pas longtemps un CD qu'on a fait avec Corinne Ternodzev, qui est devenue Enzo Enzo, qui était son premier CD de rock, puisqu'elle était chez Virgin après avoir passé 3-4 ans chez Lily Drop, qui était un petit groupe de rock qui fonctionnait avec derrière téléphone. Et voilà, je lui avais fait ses premiers claviers, ses premiers arrangements. Et puis après, en fait, j'ai rencontré le cinéma, la musique de film. J'ai commencé à faire de la musique de film. Et ça m'a beaucoup plu parce que ça répondait à mon questionnement. Je voulais aller partout, j'étais curieuse, j'étais éclectique. Je voulais jouer, toucher à tout. D'ailleurs, Corinne, elle avait écrit une chanson qui s'appelait « Je veux jouer à tout », qu'on avait fait ensemble. C'était exactement ça, voilà. Et puis... la musique de film aidant, j'ai été rattrapée par un désir de dramaturgie et j'ai composé mon premier opéra parce que j'avoue aussi que j'en pouvais plus d'un truc qui existe dans la musique de film, c'est le format. C'est-à-dire que dans la musique de film, on écrit pour 2-3 minutes, quelquefois 5 minutes. Donc, on perd la notion de continuité, ce que Mozart appelait le durchkomponieren. C'est-à-dire qu'on compose la musique de la première note jusqu'à la fin. Et je me suis sentie là vraiment... frustrée, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Je me suis dit, c'est pas possible, tu vas pas toute ta vie faire des petits tronçons de 3-4 minutes qui sont des jolies miniatures, mais c'est pas comme ça qu'on écrit un discours. Donc du coup, petit à petit, voilà, j'ai écrit une symphonie, j'ai écrit des choses, j'ai commencé à comprendre aussi ce langage que je recherchais, ce que j'avais envie d'écrire et comment. Alors, c'est vrai qu'on est loin du concept wagnérien au cinéma, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le spectacle total avec la prise en compte par le compositeur de tous les facteurs. Les réalisateurs se servent de la musique, se servent dans la musique proposée, non? C'est bien ça. Oui, oui, et puis même s'il peut y avoir des très belles rencontres, des très belles osmoses, au bout d'un moment, il faut bien sûr que la musique doit se taire. Oui, bien sûr. Et quand on est en pleine création, donc il y a un moment où l'exercice est difficile parce que quelquefois, même au plein moment où on commence à développer le compositeur, justement, il faut s'arrêter. Oui. Alors, c'est peut-être pour ça, je me suis laissé dire que tu étais en train d'écrire un film ou peut-être as-tu terminé l'écriture, tu avais un projet de réaliser justement, peut-être pour servir ta musique ou l'inverse, pour être dans un propos global. Tu étais en train de penser à devenir réalisatrice toi-même? Oui. J'ai un projet, alors, je suis sur l'écriture d'un scénario en fait. Donc là, je suis bien dans la structure et je voudrais écrire sur Alma Mahler, voilà. Alors. Parce que je voudrais écrire sur l'empêchement. Parce que Alma Mahler a été empêchée d'être compositrice. Et du coup,
son histoire, d'abord, je suis très contente d'écrire sur une autre compositrice. Et puis, cette histoire d'empêchement, cette femme qui n'a pas pu écrire parce que malheur lui a interdit d'écrire sur contrat de mariage, ça m'intéresse. Et puis aussi le fait elle termine son journal, ma vie, en disant, ben voilà, j'aurais pas fait ce que je voulais, alors qu'elle a plus de 80 ans, mais j'aurais aidé les autres à être eux-mêmes. Oui, Et là, elle parle de sa vocation de mécène et de muse et de mécène en même temps. Parce que dans son cas, on ne peut pas parler d'une muse parce qu'elle a épaulé financièrement des artistes. Comment est-ce que tu te vois côtoyer Mahler ou les idées d'Alma Mahler dans ce film avec ta composition? Il n'y aura pas ma composition dans ce film, il y aura la sienne. Voilà, c'était la question que je voulais te poser. Mm. Et pourquoi J'ai beaucoup hésité, hein, ça aurait pu se résumer par un disque sur les œuvres d'Alma Mahler, mais ce n'est pas ça que j'ai envie de raconter. Alors, tu es sensible à cette thématique de l'empêchement. Est-ce que tu l'as croisé, ce fameux empêchement, depuis que tu as commencé à composer, à te définir à cette place où il y a peu de femmes, donc dans la composition musicale? À quel moment est-ce que tu as éventuellement croisé des obstacles? À quel moment tu les as dépassés? Est-ce que d'être femme, au contraire, au moment où toi, tu as commencé à faire carrière, c'était devenu beaucoup moins compliqué qu'à l'époque d'Alma Mahler? Est-ce que tu peux parler de ça? Mmh. Oui, l'empêchement, d'abord, moi, je voulais être danseuse. Donc, parce que je faisais de la danse et du piano quand j'étais petite. Et tout à coup, on m'a dit, bah non, tu vas arrêter de faire de la danse. Il y avait plein de raisons. Du coup, moi, j'étais empêchée d'être danseuse. Mais l'amour de la musique, il était tellement fort que de toute façon, je ne me suis pas posé la question, en fait. Mais voilà, mais j'ai quand même été empêchée de faire quelque chose qui était très important pour moi à l'époque. Et puis après, l'empêchement, je l'ai tout beaucoup ressenti autour de moi. L'empêchement, quelquefois, d'être moi-même, de devenir moi-même. Il y a un empêchement qui vient de moi aussi, hein, qui vient de nous. Mais ce qui m'a frappée chez Alma Mahler, c'était ce renoncement. C'est incroyable quand on lit sa vie parce qu'on se rend compte qu'avant que ce fameux contrat de mariage dont tout le monde a parlé, qui l'empêche de composer de la musique, elle l'a montré à sa mère et à son beau-père, qui connaissaient son talent de compositrice et sa personnalité de femme. Et tous les deux lui ont dit, tu ne peux pas épouser ce type. Et elle l'a fait quand même. Et j'ai l'impression que si elle l'a fait, c'est peut-être parce qu'elle s'est dit que cet obstacle, cet empêchement, elle allait de toute façon passer par-dessus et qu'elle deviendrait elle-même. Voilà. Parce que quand on connaît le caractère de cette fille, même si c'est le 19e, on ne peut pas imaginer qu'une telle femme ne soit pas devenue compositrice si elle avait eu vraiment envie. Parce qu'elle a fait des choses beaucoup plus difficiles que ça. Mais bon, alors après, on tombe sur une thématique qui est, pour moi, importante, c'est comment les femmes peuvent s'empêcher de faire des choses. Alors? Parce que culturellement ou socialement, elles ont été éduquées dans un modèle qui, de toute façon, les empêche de se projeter. C'est peut-être ça, dans un autre. Moi, je me suis, par exemple, il y a pas longtemps, j'ai discuté avec des jeunes compositrices. Bon, c'est un peu, hein, comme ta question, elle me surprend un peu. Alors, ça va un peu dans tous les sens. Mais elles m'ont dit qu'elles n'avaient pas de modèle. Que c'était un truc qui était récurrent, qui leur faisait… elles pensaient que leur vie professionnelle était difficile parce qu'elles avaient… Et moi, j'aurais dit, mais là, je ne comprends pas du tout. Est-ce que vous croyez que Marie Curie, elle a attendu d'avoir un modèle pour faire ses recherches ou est-ce que vous pensez que Angela Merkel, elle a attendu qu'il y ait une autre chancelière avant elle pour être chancelière? Ou j'aurais dit, moi, je ne me suis jamais posé la question de savoir… D'ailleurs, je ne savais pas qu'il y avait eu des compositrices parce qu'on ne les apprenait pas à l'école, mais ça ne m'a jamais gênée.
Je voulais être, je me situais au niveau des hommes. Et alors là, il y en avait dans la musique, il y en a. Hein. Il y a très, très peu de femmes. Donc, je me situais à leur niveau et je pensais que j'étais aussi bonne qu'eux, voire meilleure, et que de toute façon, j'y arriverais. Il n'y avait pas un moment où je me disais, mais si je ne fais pas ça, c'est parce que je n'ai pas de modèle. Ou si j'ai du mal à faire ça, c'est parce que je n'ai pas de modèle. Et ça... Et puis en plus, après, en fouillant un peu des modèles, on en trouve parce qu'en fait, des compositrices, il y en a depuis l'Antiquité. Donc, il y en a même eu beaucoup dans l'Antiquité, en fait. Il y avait des femmes qui jouaient de l'orgue pendant les courses de chars à Rome. Donc, autant que des hommes. Et les hommes, dans la Rome antique, les musiciens s'habillaient comme des femmes. Donc, il y avait un statut de féminin, de féminité. Mais il y avait quand même des femmes dans les groupes de musiciens. Donc, voilà, moi, ce qui m'intéresse dans l'empêchement, c'est que justement, on n'arrive jamais à empêcher les gens qui ont quelque chose à dire ou à faire. Et c'est comment, après, avec un empêchement, on se débrouille pour devenir quand même soi-même. Alors justement, ça tombe très bien qu'on parle de l'empêchement parce que le secteur de la culture a été quand même très mis à mal par ce qui s'est passé, l'arrêt des concerts, l'arrêt des spectacles. On sait que la musique, toutes les formes de musique aujourd'hui, l'économie de la musique passe beaucoup par le spectacle vivant, par la représentation, par le concert. Même si à un moment on a cru l'inverse, aujourd'hui c'est une part majeure dans je dirais la survie, notre survie, tous hommes et femmes et hommes de spectacle, la survie, j'imagine dans ton secteur aussi. Alors, est-ce que tu pourrais imaginer, pour des raisons politiques, soit parce que tout d'un coup des totalitarismes viennent grignoter ici ou là nos libertés, ou simplement parce que nos modes de vie se trouvent affectés par, pourquoi pas, l'arrivée d'un virus, est-ce que tu pourrais imaginer un monde où on ne se rassemble plus pour faire de la musique, où on ne se rassemble plus pour écouter de la musique? Est-ce que c'est une chose si naturelle dans l'histoire de l'humanité d'être ensemble pour chanter, faire de la musique, jouer ensemble, qu'on ne peut pas l'imaginer? Ou est-ce que parfois tu t'es prise à redouter ce danger? Avec les nouvelles technologies, le fait de travailler chez soi, de diffuser de chez soi, tiens, justement, comme on est en train de se voir et de se parler à distance, vis-à-vis de la musique, est-ce que tu envisages qu'éventuellement les rituels changent, le contact entre les êtres humains change? Comment est-ce que tu vois l'avenir de la musique dans les années qui viennent? J'essaye de l'imaginer à toute force et de trouver des solutions parce que ce qui se passe en ce moment fait très peur. En fait, moi, ce qui m'a touchée par rapport à l'histoire, à mon vécu de musicienne, c'est le jour où les Italiens se sont mis tous au balcon pour chanter ensemble. Et puis après, imités par d'autres gens qui ont essayé de jouer, mais justement dehors, de s'appeler, un peu comme dans mon histoire de pièce où les flûtistes jouaient, de dire on joue de la musique, on chante, donc on est vivant, on résiste comme ça. Mais c'est vrai qu'après, il y a eu toutes les gymnastiques de l'esprit pour essayer de faire de la musique sur Internet, en faisant des Zoom concerts, etc. Évidemment que c'est consternant parce que si on décidait que faire de la musique, c'était ça, c'est consternant. Et moi, je trouve que là, ce qui est vraiment gravissime, c'est qu'on dise le même jour, on rouvre les restaurants et qu'on ne dise pas on rouvre les salles de concert, on dit aux festivals qui sont encore capables de s'organiser, organisez-vous, et on ouvre les cinémas. Le truc, c'est, moi ce que j'ai noté, c'est que notre président qui, pour l'instant, de mémoire, n'a jamais dit le mot culture dans un de ses discours, l'a dit pour la première fois le 17 mars, où il a dit cultivez-vous, lisez, restez chez vous. Et puis que dans le discours de sortie du déconfinement, le mot culture avait été à nouveau oublié. Donc, voilà, moi je me dis surtout ce que je trouve très, très, très dangereux, c'est qu'on est dans un monde
où on interpelle la culture quand on est au bord du gouffre en disant voilà, il vous reste quelque temps à vivre. Moi, je voyais souvent l'image de Fahrenheit 451 ou dans le de Truffaut, où on voit les gens qui s'accrochent à leurs livres en lisant et en faisant des cercles de lecture comme ça dans la rue et en récitant les livres par cœur pour ne pas les oublier. Donc, oui, moi j'ai vraiment hâte qu'on dise que les salles vont rouvrir. Là, quand je vois que Arnaud Lagardère, le premier truc qu'il fait, c'est de dire qu'il va mettre ses salles de spectacle en vente, parce qu'il n'a aucune solidarité vis-à-vis du monde du spectacle. Moi, j'ai envie de dire, mais occupons les salles de spectacle et relayons-nous pour créer des spectacles, pour dire qu'on est là, parce qu'au bout d'un moment, peut-être que c'est ça qu'il faut faire là. Et il faut dire, ben oui, c'est bien sympa de communiquer par Internet et de toute façon, c'est même pas que c'est bien sympa, c'est urgent, c'est nécessaire. Heureusement qu'on est là toutes les deux en train de parler, parce que c'est comme ça aujourd'hui qu'on fait que la culture continue. Mais c'est évident qu'un spectacle, c'est dans une salle avec des spectateurs et une évolution, et qu'un spectacle, ça voyage de ville en ville, de théâtre en théâtre, et ça peut être que comme ça. Et vraiment, on a quand même assisté à des choses assez aberrantes, spécialement quelquefois dans certains concerts. Quand on a revu des captations de choses, par exemple, on a pu voir à quel point le niveau des captations est moche en général, même dans des très très grands théâtres. C'est-à-dire que déjà, même à ce niveau-là, il n'y a pas d'effort pour que les captations soient belles et pour qu'on puisse considérer qu'un spectacle, si on n'a pas pu le voir en salle, il est filmé, mais que l'objet film doit être beau et doit surtout beau ou moche d'ailleurs, mais elle doit être le reflet du spectacle. Parce que peu importe si l'esthétique porte plus sur le beau que sur le laid, ou que enfin, tu vois ce que je veux dire, mais c'est pas, quand je dis beau, mais tout ça, on a vu à quel point. Donc bon, moi j'étais étonnée parce que c'est le Met tout de suite qui a mis ses productions en ligne gratuites. Je me suis dit, la vache, c'est quand même le Met, et ce que je vois à l'image, c'est affreux. Et quand je me souviens de Karajan qui fait ses premières captations et qui fait la mise en scène lui-même et qui porte un soin furieux pour que ça soit extraordinaire, parce que c'est les premières captations, je me dis, mais là on est parti dans un abandon de ça, quoi. Donc ça m'a rendu triste. Je me dis, il faut vraiment garder le souvenir de ce qui s'est passé pour se dire qu'effectivement, quand on capte des spectacles, il faut que ça soit à la hauteur, par exemple. Oui, mais c'est beaucoup de moyens et effectivement… Voilà. Voilà. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Ce que je veux dire, c'est que ça pourrait être un des enjeux, une réflexion des acteurs de la culture à partir d'aujourd'hui, de se dire, mais zut, il faut quand même laisser des traces à la hauteur de tout ça, quoi. Oui, enfin, dans la musique, vous êtes malgré tout habitué à la trace et à l'enregistrement, à la trace grâce à la partition. Oui. À l'enregistrement, pour nous, dans la danse, c'est beaucoup plus compliqué. En revanche, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour peser tous ensemble davantage? Parce que si on ne cite pas la culture, c'est qu'elle est très légère sur la balance. Elle semble peser, alors qu'il y a une économie, alors qu'on sait très bien ce que représente financièrement et économiquement, et même en termes je dirais, de lien social et d'emploi dans une région ou dans une commune. Bien sûr, c'est un secteur qui est très important. On continue à penser sans nous. On continue à ne pas nous faire rentrer dans la ligne de mire. Pourquoi? Est-ce qu'on est trop introspectif? Est-ce qu'on est trop occupé à l'intérieur de nous-mêmes et de nos imaginaires? Est-ce qu'on est des pierrots lunaires? Pourquoi est-ce que nous sommes régulièrement oubliés? Selon toi? Parce que je pense que c'est pas considéré, la culture n'est pas considérée comme un vrai acteur de la société, comme une vraie nourriture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on admet que des enfants aillent à l'école sans apprendre la musique, sans faire de la danse, parce qu'on est dans un système où de toute façon, depuis le début et depuis des générations, on ignore la culture comme matière première, déjà dès l'école.
On dirait aujourd'hui, bah, tu sais, tes notes en trompette ou en piano ou en danse ou en poésie, c'est aussi important que tes devoirs de maths. Hein. On verrait après des adultes qui naturellement seraient plus ouverts. Hein. Mais comme aujourd'hui, dès le berceau, on considère que c'est un pis-aller, bah, je ne vois pas pourquoi les gens changeraient après d'idée. Donc, ceux ou celles qui s'intéressent au domaine et qui ont envie d'explorer, de vivre, de travailler, de se développer dans le système culturel, ils sont une minorité. Ben moi, je sais que je suis membre du SNAC, donc d'un syndicat, et on n'arrête pas de se le dire. On ne pèse pas suffisamment pour faire peur si on a besoin. C'est pour ça que moi je dis, ce qui pourrait être intéressant aujourd'hui, c'est d'occuper les théâtres et de faire des créations sauvages. Et pourquoi on n'a pas l'idée de le faire, par exemple? Pourquoi? Tout à fait d'accord, mais pourquoi? Ben, je crois que c'est parce que quelque part, on a... Tu parlais d'intérioriser l'interdit, l'empêchement, le renoncement. Ben oui, parce que quelque part, on a renoncé, voilà. On a renoncé, on pense que c'est impossible, que ça sert à rien. Peut-être que moi, ce qui m'avait vraiment plu là, quand il y avait les Nuits debout, c'est quand il y avait cet orchestre de jeunes qui s'était levé spontanément et qui jouait tous les soirs. Là, je me suis dit, ben, en fait, le secteur symphonique, parce qu'ils sont habitués en ce moment, ils jouent dans le métro, ils jouent dans la rue, etc. Je me dis, en fait, le secteur symphonique, aujourd'hui, c'est des gens qui savent tellement qu'ils sont dans une précarité et qui peuvent disparaître d'un moment à un autre, qu'en fait, là, ils ont une possibilité de faire un truc incroyable, parce que pour tout le monde, un orchestre, c'est très difficile, c'est très cher, c'est très lourd. Et paf, là, on se voit qu'en 5 minutes, il y a 50 gars et filles qui sortent dans la rue et qui jouent. Donc, c'est pas difficile alors. Oui, alors, sans doute faut-il tout repenser à la base. Parce que moi, je suis frappée par quelque chose. Le seul sujet qui parvient aux Français moyens, si je puis dire, parce que c'est un phénomène français. Ouais. Mais il n'y a pas que le Français moyen qui n'a pas de culture aujourd'hui. Hein. Aucun Français n'a de culture aujourd'hui et on a eu plusieurs chefs de l'État qui sont complètement à culture. Peu préoccupés. Peu amoureux de nous et de la culture. Mais ce dont on parle malgré tout et ce qui a une caisse de résonance et fait écho dans la société, la plupart du temps, c'est la question des intermittents. Tu demandes dans la rue, tu fais un micro-trottoir à peu près partout en France, on te répondra « Ah oui, 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 le problème des intermittents. » Alors, les gens en pensent ceci ou en pensent cela, mais tout le monde sait ce que ça signifie. Enfin, en tout cas, tu as entendu ce mot-là. Oui. Ça ne te choque pas que les problèmes de la culture se résument à travers cette thématique, cette problématique de l'intermittence? Oui, c'est dégoûtant. Oui, c'est parfaitement dégoûtant. C'est le seul système intelligent qui a été créé pour faire que les artistes, pour organiser une vie possible pour les artistes. Oui, mais pourquoi cette question-là est prise en compte? Même Macron a décidé de prolonger d'une année, effectivement, le renouvellement, les dates anniversaires pour les intermittents. Pourquoi cette question-là, à ton avis, passe le mur du silence? Mais parce que c'est bien organisé. Parce que c'est un système dans lequel, moi j'ai vu en travaillant pendant le confinement, on a travaillé sur la définition du statut des artistes auteurs avec les syndicats, les associations professionnelles, le ministère de la Culture, Bercy, etc. Le problème, c'est que le statut des artistes auteurs, et dedans, il y a les chorégraphes, il y a les compositeurs, il y a les auteurs, il y a les dessinateurs de BD, il y a tout le monde en fait, hein, tous ceux qui inventent. Bon, et ben nous, on n'a pas de système social et il faut le créer. Voilà. En fait, la force, entre guillemets, la dynamique des intermittents du spectacle, c'est qu'il y a eu un gouvernement, c'était sous Giscard, qui a décidé de créer un modèle socio-économique pour une partie des gens du spectacle. Et ils ont inventé un truc qui marche bien et qui est régulièrement dévoyé parce qu'on va dire « Ah oui, mais en fait, on a pris sur la caisse machin, truc bidule pour qu'ils existent. Et alors donc, en fait, c'est des gens qui vivent au crochet des autres et c'est dégueulasse. » Et donc, régulièrement, il y a un gouvernement qui veut dégommer les intermittents.
moi, les intermittents, bon, ils ont leur système, ils marchent. Moi, ce que je voudrais, c'est vraiment créer la même chose ou quelque chose d'équivalent pour les artistes auteurs. Alors, pour les artistes auteurs, où il faut commencer à établir des critères, c'est pas si facile que ça, pour savoir si on faisait, qu'est-ce que c'est comme profession et à partir de quel moment on pourrait imaginer qu'on est un professionnel. Voilà. Est-ce que c'est après qu'un romancier écrit 2 romans qu'on dit que c'est un romancier professionnel? Est-ce qu'il faut qu'il ait vendu 1 million de romans pour être un professionnel? Est-ce qu'il faut qu'il ait fait Cagne, Hippocagne pour qu'on dise que c'est voilà. Est-ce qu'il faut qu'il ait eu un prix, un prix de roman? Est-ce qu'une chorégraphe doit avoir fait tel conservatoire ou l'école de l'opéra, voilà, ou au contraire avoir monté sa troupe et avoir prouvé pendant 10 ans qu'il y a un fonctionnement de chorégraphie ou avoir été l'assistante d'un grand chorégraphe. Donc, on est en train là de lister un peu, d'essayer. Je sais pas parce que par exemple, là, on a bien vu que quand il y a eu les fonds d'urgence, hein, les seules personnes qui ne pouvaient pas bénéficier des fonds d'urgence, c'était les créateurs, les artistes auteurs, c'était nous. Parce qu'on n'a pas de ligne, on n'a pas d'attache dans le système social français. Et c'est super grave. Alors, on cotise pour nos retraites, ça c'est sûr, machin, etc. D'ailleurs, on a vu que ça avait pu nous poser des problèmes de cotiser puisque nos cotisations avaient mal été retransmises aux caisses adéquates. Donc, on a été cotisé pour rien. Mais moi, j'ai vraiment envie, là, puisque je suis élue dans un syndicat, etc., de me consacrer sur ce sujet-là. Alors, il y a quelques acteurs politiques que ça intéresse de réfléchir là-dessus. Mais je crois qu'il faut vraiment trouver… bon, pendant le confinement, il y a eu des études faites au niveau du Parlement européen pour voir s'il y avait d'autres pays où ça fonctionnait mieux. Eh ben non, c'est pareil partout. Alors, je ne sais pas si… c'est pareil dans toute l'Europe, en fait. Donc, on a vu… les fonds d'urgence, quelquefois, ils ont été… organisés par les sociétés de gestion collective, la SACD, la SACEM, la SCAM, qui ont commencé à travailler avec leurs ayants droit et avec leurs membres, leurs sociétaires, en disant voilà, il y a système d'avance, sur système simplement de dons, parce il y a des caisses de solidarité quand même dans les sociétés, dans les OGC, etc. Mais d'une certaine manière, ok, mais c'est pas aux artistes auteurs de tout financer eux-mêmes. Quand on voit que l'État est capable d'injecter une aide considérable dans le secteur de l'aéronautique ou de la voiture, il faut injecter… Donc, il y a eu de l'argent injecté dans le domaine de l'art aussi, mais pour les créateurs, pour les artistes auteurs, il faut qu'ils touchent l'argent directement. Donc, comment on organise ce truc où ils touchent l'argent directement? Je pense que la particularité des intermittents, c'est d'être représentés par les grands syndicats. La CGT s'en mêle lorsqu'il y a des négociations autour des questions de l'intermittence. Et c'est vrai que dans les syndicats, on tient compte des professions techniques, des professions qui ne sont pas uniquement liées à la création. Moi, je pose la question de savoir, tu parles malgré tout de manière très pointue des créateurs, de ceux qui innovent, de ceux qui inventent, la question de savoir si on n'est pas en train de standardiser les réponses, de niveler les imaginaires de telle manière qu'on va aller davantage vers un effacement de l'auteur plutôt que vers une représentativité qui fasse avancer les choses. Et en dehors d'un grand mouvement social que nous pourrions initier, je vois mal comment aujourd'hui, je ne sais pas moi, les GAFA pourraient s'accommoder de milliards d'individus créatifs qui seraient les uns en train de détourner tel système, d'inventer une alternative au pouce levé, au pouce baissé. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est à l'échelle planétaire, je pense qu'il faut tenir tête et qu'il faut s'organiser parce que les intermittents font masse grâce au fait qu'il n'y a pas
uniquement les artistes, il y a aussi tous les travailleurs des théâtres, que sont les régisseurs, les techniciens, qui sont représentés par ces grands syndicats. Mais Donc, eux, les régisseurs et tout ça, ils sont intermittents de toute façon. oui, c'est Donc ça. eux, ils ont… Oui, c'est ça. Mais le syndicat national des auteurs-compositeurs, c'est la CGT. Hein. Le SNAC, c'est la CGT. Donc, Voilà. oui, c'est affilié à la CGT depuis le départ. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout le modèle à inventer. Quand on parle des GAFA, les GAFA, ils ont abondé des fonds d'urgence, en fait. Quelques plateformes ont abondé des fonds d'urgence. Le problème pour moi des GAFA, c'est que, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que demain, si, en dehors du fait que, il faut appliquer les directives européennes, qui payent leurs impôts, qui fassent un certain nombre qu'ils accomplissent leurs devoirs et qui deviennent des citoyens de ce monde plutôt qu'être des espèces d'extraterrestres qui sont autour de nous, qui parasitent tout, qui représentent au bout d'un moment beaucoup d'argent, mais qui s'acquittent d'aucune de nos lois. Donc, c'est ça qui est pénible avec eux. C'est qu'en fait, ils ont inventé un système, mais un système en fait avec lequel on n'est pas relié. Bon, donc… moi, ce qui me ferait peur, c'est que demain, il y ait des compositeurs Netflix qui soient des employés. Ça, voilà, qui seraient, de toute façon, qui ne toucheraient pas de droits d'auteur parce qu'ils feraient du buy-out et qui seraient des employés. Donc, ça veut dire on reviendrait à un système de cours où, là, comme au 18e, où on était médecin, où on était musicien d'une cour, là, on serait musicien de Netflix. Ça, je pense que c'est hyper dangereux. Et ceci dit, ils arriveraient sûrement, puis surtout avec eux, puisque c'est des gens qui, même dans leur, par rapport au droit du travail, sont pas dans les normes. Donc, ça serait très, très grave. Moi, je crois qu'il faut… J'avais une idée, moi, pendant la pandémie, là, je me suis dit, parce que c'est une idée, en fait, c'est pas que la mienne. Donc, on va rendre à César ce qui est à César, c'est porté par Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il dit il faut un revenu universel pour les artistes, auteurs. Et comment on abonde? Eh bien, on l'abonde avec le domaine public. C'est-à-dire qu'on crée un système où c'est les artistes morts qui font vivre les artistes vivants. Je ne sais pas comment il organise ça en vrai. Moi, j'imagine que ça serait comme ça. Tu es un romancier actuel, tu as des romans. De toute façon, tu reçois de l'argent. Et en fait, à chaque fois qu'on vend un Molière ou un Rimbaud ou un Victor Hugo, il y a une partie de ça qui est redistribuée vers des artistes vivants. Alors, c'est vachement sympa, mais on en arrive toujours, mais c'est pas con du tout comme idée, mais on en arrive toujours à l'idée, sauf que moi, je pense que le droit d'auteur, il y a le droit moral dedans, et puis c'est un très, très bon système. Mais on pourrait peut-être imaginer de mélanger tout ça quand même un peu. Hein. Mais au bout d'un moment, on en arrive toujours à dire, mais ok, mais à quel moment on dit que quelqu'un est un romancier? Quand est-ce qu'on dit que professionnellement, on est un romancier ou une chorégraphe ou une compositrice? Et quand même, c'est un peu gênant, non, de se dire… c'est quand même une idée qui n'est pas très facile à manier, non? Alors, écoute, ça, c'est un problème qu'on connaît bien parce que si les compositeurs et les chorégraphes n'ont pas forcément le statut qu'on pourrait imaginer, en revanche, les orchestres et les compagnies sont éligibles à des subventions. Et le problème en France, c'est effectivement celui du choix et comme tu disais, des critères qui permettent de distinguer celui à qui on va accorder des subventions, à qui on ne va pas les accorder. Mais tout ça nous emmène un petit peu loin. Est-ce que ce sont des pistes très importantes? Je crois qu'il faut absolument que nous en parlions et que nous ayons régulièrement des échanges publics en relation avec un public le plus large possible sur toutes ces questions pour qu'on nous considère tout simplement comme utile à la société et posant les mêmes problèmes qu'un ouvrier appartenant à un autre secteur. Alors, étant donné le contexte un petit peu difficile, est-ce que toi, tu as des projets
ou est-ce qu'ils se sont arrêtés, suspendus, est-ce qu'ils sont reportés? Comment envisages-tu l'année qui s'ouvre à partir de la rentrée? Ben moi, j'avais un film, donc Voir le jour de Marion Laine, qui devait sortir le 20 mars. Donc là, il va sortir le 12 août. Je devais commencer un tournage avec un jeune réalisateur. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va pouvoir le faire. Donc ma commande de flûte sera quand même rejouée en décembre. Voilà, moi, ce que je ressens, c'est que quand j'appelle des amis producteurs de disques ou de films, ils me disent que dans leur bureau, ça ne sonne pas beaucoup le téléphone. J'ai l'impression, moi, je suis incapable de… Là, je suis encore sur la dynamique. Bon, là, je vais commencer aussi la musique d'un documentaire pour Joël Farge. Donc, apparemment, voilà, il a signé même pendant le confinement. Et il est parti travailler tout de suite après. Donc, en fait, ça dépend des projets, on va dire. Mais je suis élue à la European Film Academy. On vient de faire notre assemblée générale par Zoom conférence et j'ai entendu vraiment dans la voix de producteurs européens l'angoisse. Où il disait il faut absolument qu'en ce moment, l'Académie serve à aider des gens, qu'on trouve des solutions, qu'on donne aux gens des solutions pour survivre, pour continuer. Pour s'organiser, pour tenir le coup quelques mois pour que ça reparte. Bon, bah, écoute, espérons que des systèmes vont malgré tout se mettre en place de manière transversale, que les auteurs ne seront pas laissés pour compte. Espérons que les choses se rétablissent pour le meilleur et nous permettent de nous rassembler et d'avancer ensemble. Est-ce que toi, tu vas écrire pour un opéra? Oui, alors je vais commencer La Petite Sirène, donc d'après Marguerite Yourcenar. Et alors, ça va être un film opéra. Et là, je suis très contente parce que l'initiatrice du projet m'a appelée pour me dire que Nathalie viendrait pour faire la sorcière, mais en rôle parlé, parce qu'elle veut pas, c'est un rôle parlant. Et donc, elle a craqué pour ça. Elle a dit, moi, je mais je veux parler. Donc, ça va être rigolo. Nathalie, je l'ai rencontrée, Nathalie Dessay, une fois. On a passé une journée ensemble. C'était vraiment mémorable. Et moi, ça me fait beaucoup rigoler de travailler sur sa voix parlée. On a parlé ensemble des difficultés de la chanteuse avec sa voix parlée, sa voix chantée. Je sais que de toute façon, elle a envie de devenir comédienne depuis longtemps. Et puis, elle l'a fait. J'avais été la voir à la Maison de la Poésie quand elle jouait. Elle jouait un passage de Dubliner de Joyce. Et donc, voilà, je suis contente parce que j'ai cette réponse. Et ça aussi, par exemple, c'est vachement intéressant de se projeter déjà dans les interprètes.